98,61 c'est le taux d'appui que le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, a reçu de ses militants en fin de semaine. C'est un petit dixième de plus que le résultat du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a quelques semaines. Personne n'a parlé des promesses brisées, notamment du troisième lien. Personne n'est sorti du rang. Personne n'a voulu affaiblir le chef lors du congrès de la fin de semaine. Bonjour, bon début de semaine et bienvenue à l'émission. Non seulement ça, mais François Legault en ressort même plus fort qu'au dernier vote de confiance en 2014. Il avait obtenu 97 % à l'époque. Nous leur donnons 100 % de notre confiance. Pas besoin de vote pour ça. Michel Courchaine, Jean-François Lisée, Dimitri Soudas et Françoise Boivin. Bon début de semaine. Alors, écoutons M. Legault quelques secondes après avoir vu le résultat de son vote de confiance. Chaque jour, quand je me lève, j'essaie de faire le mieux que je peux, avec tout mon cœur, pour le bien des Québécois. Puis cette tape-là dans le dos que vous me donnez aujourd'hui, ça me fait du bien. Merci. Alors, une tape dans le dos. Il me semble qu'il y avait un consensus autour de la table la semaine dernière pour dire que sa confiance allait baisser. Hein? Il me semble qu'on était un peu tous... Non, c'est Françoise, vous étiez la note discordante, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Vous aviez dit quoi, vous? Aviez-vous avancé un chiffre? J'avais dit que ce serait n'importe où au-dessus de 95 %. En fait, il ne baisserait pas de popularité parce que à cause de ça, son nombre de comtés, puis... D'accord. C'est pas une tape dans le dos, tu me grattes dans le dos, je te gratte dans le dos. Ben, voilà. Alors, une étoile dans votre cahier, Françoise. Vous, Jean-François, vous aviez dit, si je me rappelle bien, c'est à peu près sûr que ça va baisser. Puis si ça ne baisse pas, on a un problème. Ça n'a pas baissé, ça a monté. Qu'est-ce que vous en pensez? On a un problème. C'est quoi le problème? C'est bizarre. Oui, j'avais dit que... écoutez, les militants de la CAQ font ce qu'ils veulent. Donc, je ne doute pas que c'est effectivement ce qu'ils ont voulu exprimer hier. Peut-être qu'on a vu dans certaines délégations de Chaudière-Appalaches, ils étaient moins nombreux. Peut-être que les mécontents ne se sont pas présentés. C'est pas une bonne idée. Quand on est mécontent, il faut se présenter aussi. Mais c'est clair qu'on a mesuré l'hégémonie que François Legault exerce sur son parti, même après avoir renoncé à un engagement formel certain, coûte que coûte, qu'il allait prendre. Il n'y a pas eu de militants qui ont dit, ben quand même, on t'aime, on veut te garder, c'est sûr, mais quand même, on n'est pas des carpettes. Alors, ils ont dit, ben on est des carpettes. On va te garder, non seulement on va te garder, mais on va te dire qu'on t'aime, peu importe ce que tu fais, OK? Et moi, je trouve ça un peu malsain parce que à la fois, il n'y a même eu personne au micro pour dire, écoutez, on est très déçus, puis on a hâte de voir comment vous allez compenser la région de Chaudière-Appalaches ou un truc comme ça. Zéro. Même dans les corridors, les journalistes, je suis sûr que vous avez tous cherché des mécontents. Vous n'en avez pas trouvé un seul. Pas un seul qui avait un bémol. On demandait à personne de demander la tête de François Legault, mais de montrer un peu d'indépendance d'esprit. Et donc, ce qui est un peu paradoxal, c'est que effectivement, c'est un score extraordinaire pour lui. C'est pas dans des zones où d'autres chefs ne sont pas allés. Il est juste un peu au-dessus de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je pense que Pauline avait eu davantage aussi. Mais dans les circonstances, ce que ça nous dit de la CAQ, c'est que ils n'ont pas encore commencé à se transformer en un parti de militants avec de l'indépendance d'esprit, puis des moments où ça brasse un petit peu, où il y a une vie démocratique forte. Et il y a eu toutes sortes de signaux, on en parlera, où les militants, par exemple, sur la privatisation de la SAQ, qui est un vieux cheval de bataille des gens de la droite, où, ça a été battu parce que le ministre des Finances ne voulait pas que ça soit adopté. Et ce que ça dit, moi, je pense qu'un des bénéficiaires de ça, c'est Éric Duhaime, qui peut dire à ceux qui sont d'accord avec certaines de ses positions, comme la privatisation, de dire, vous voyez, vous n'êtes pas respectés au sein de la CAQ. On ne vous entend pas. Les gens qui devraient représenter votre opinion ne parlent presque pas. Ce qui fait que vous avez une autre maison où aller.
qui est Éric Duhaime et son Parti conservateur. Je pense que ça, c'est une des conséquences de la fin de semaine. OK, intéressant. Donc, derrière le chiffre, il peut y avoir des conséquences. Dimitri, vous voyez ça comment, le vote de confiance de M. Legault? Ben, je vous parle souvent en expression. Donc, aujourd'hui, je veux vous rappeler qu'en politique, on dit que la victoire a plusieurs pères et la défaite est orpheline. Au Québec, le père s'appelle François Legault et les orphelins, c'est les 4 partis d'opposition. Écoutez, il ne faut pas oublier la réalité que François Legault a réussi son pari là où Mario Dumont et l'Action démocratique du Québec ont échoué. C'est-à-dire, il a fondé le parti. Il est le père fondateur de la CAQ. Il a gagné l'élection en 2018. Il a gagné une super majorité en 2022. Ce que j'ai trouvé intéressant et lucide, c'est quand vous, les journalistes, vous lui avez posé la question « 2026, est-ce que vous allez être là? » Et il a dit « J'ai 2 conditions. Un, que les gens veulent que je... » Allez-y. Dimitri, je m'excuse, je vous enlève les mots de la bouche parce qu'on va les mettre dans la bouche de M. Legault, d'accord? On a l'extrait. Encore mieux. Et écoutons M. Legault. Je suis pas en train de réfléchir sur la relève. Ce que j'ai dit, puis ce que je répète, 2 conditions pour que je sois candidat en 2026, sentir l'appui de la population, puis être en santé. Okay. L'appui de la population, être en santé. Dimitri. Oui, puis j'ai trouvé que sa réponse était très honnête. D'habitude, les politiciens disent « oui, je serai là », sans équivoque. Mais je dirais qu'il y a une 3e condition. Il faut que son épouse approuve une autre élection. Et ça, c'est une réalité. Donc, écoutez, le score de près de 100%... OK, mais attendez, Dimitri, sur la suite, là. Non, pas d'autre. Une question. Vous êtes Geneviève Guilbeault, puis Simon-Jolin Barrette, puis vous aimeriez être chef de la Coalition Avenir Québec à un moment donné. Quand vous entendez François Legault dire ça, vous réagissez comment? Bien, on reste tranquille et on s'assure que le père fondateur nous choisisse comme son poulain successeur, son dauphin. Merci, Michel. Donc, essentiellement, puis les scores, puis je sais, Jean-François, plus tôt ce matin, en a parlé, que les membres de la CAQ, vous avez dit, je pense, Jean-François, qu'ils sont timides ou qu'ils sont dociles. Rebelles. Dociles, c'est ça. Souvenez-vous, en 2000, Lucien Bouchard avait eu 91 et après ça, il a quitté. Donc, la CAQ, c'est un nouveau parti. Ils aiment célébrer la victoire. Et pour ceux qui pensent que c'est bon, on ne m'écoute pas, je m'en vais au Parti conservateur du Québec, ça va être des gens de conviction, mais des gens de conviction qui vont se retrouver dans une réalité, dans un parti qui, présentement, à l'heure actuelle, n'a aucun siège à l'Assemblée nationale. Donc, ça fait du bien de faire partie d'un parti politique qui est au pouvoir. Donc, pour l'instant, François Legault continue à dominer dans les sondages au Québec et bien sûr, il a le plein contrôle de son parti qu'il a fondé. Michel, ça vous dit quoi, ce résultat? Mais pourquoi les 1,39 ils n'ont pas voté pour lui? Qui sont? Ils ne savaient pas la question. C'est 10 personnes sur le lot. C'est 10 personnes sur le lot. Et bien justement, alors on aurait pu facilement, à ce compte-là, avoir 100 qui votent pour lui. Cela dit, M. Legault, quand on le voit comme ça, dans l'extrait que vous avez souligné tantôt, quand il s'exprime sur ce ton, qui choisit des mots qui font appel à l'émotion, moi, je crois à sa sincérité, là, quand il dit que le matin, il se lève pour faire de son mieux, mais quand il l'exprime comme ça, pas juste devant ses militants, il l'exprime devant nous tous parce qu'il sait très bien que ça va être repris dans les médias. Il y a là cet appel à l'émotion. Et les Québécois aiment ça. Parce que pour les Québécois, ça démontre une certaine sincérité. C'est évident que nous, assis ici tous les jours, à analyser tout ça, on n'est pas aussi enthousiaste par rapport à ça. Parce que ce qui est agaçant dans ce congrès-là, c'est qu'il y a effectivement plusieurs promesses brisées ou en tout cas des résultats qui ne sont pas atteints. Tu sais, je pourrais vous parler de la maternelle 4 ans, la maison des aînés, le 3e lien, le salaire des élus. Ça va pas bien en santé, ça va pas bien en éducation. Puis malgré ça, on n'entend rien. La question qu'on peut se poser, est-ce que
parce que est-ce que c'est un phénomène de société? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une espèce de, même si ce sont des militants, est-ce que dans notre société, il y a une espèce de désintérêt qui fait que, par exemple, dans chacune des régions, dans chacune de ces circonscriptions-là, déjà en partant, il n'y a plus de débat. Il y a plus, on a moins d'intérêt. Écoute, moi, ça m'a fasciné ce week-end parce que j'en ai fait des congrès, des conseils généraux, puis ça brassait autrement. Puis même quand mon chef avait 95 de vote de confiance, ça brassait au niveau des résolutions. Puis Jean-François a raison, c'est pas normal qu'on ne discute pas davantage du monopole de la SAQ 20 ans plus tard, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, parce que c'est quelque chose qui revient. C'est comme si, même sur l'énergie, on ne sent plus véritablement d'engagement et de débat. Et ça, je trouve ça inquiétant pour la démocratie, même au sein d'un même parti. Mais en même temps, avez-vous vu les ministres? Il y a des ministres qui ont dit, avant même le début du Congrès, je m'en allais là. Peu importe ce que vous dites pendant le Congrès, c'est nous qui allons décider. Bien, alors ça aussi, ça c'est l'autre constat du week-end. M. Fitzgibbon a dit on n'est pas liés. C'est vrai que le gouvernement n'est pas lié. Techniquement. Tu n'es pas obligé de le dire par respect pour les gens qui se déplacent à Sherbrooke pour venir débattre, qui ne débattent pas. Ensuite, Dans son point de presse, excusez-moi, M. Legault a quand même corrigé un peu en disant moralement, faut qu'on fasse la discussion avec nous. Mais il est un peu tard. Et même Éric Girard, qui dit non sur la défiscalisation, qui dit non sur le monopole de la SAQ, il dit ça avant le Congrès. Pour moi, c'est un manque de respect à l'égard de leurs militants. Et effectivement, ça tue possiblement. Qu'est-ce que ça donne d'aller au micro si de toute façon tout est décidé d'avance? Alors, alors, on verra. Oui, ça arrive tout le temps, ces choses-là, mais là, je trouve que c'était particulièrement tranquille, mais docile, c'est probablement le bon mot. Ouais. Mais il y a autre chose que je n'arrive pas à m'expliquer et je pense que ça vaudrait la peine que certains fouillent ça davantage là, pour dire, est-ce que c'est un désintérêt globalement dans notre société pour débattre de ces propositions-là? Ou est-ce que ce sont les médias qui prennent trop de place aussi d'une certaine façon et qui s'expriment à la place de la population? Ouais. En tout cas, moi, j'ai un malaise par rapport à ce genre d'exercice qui mène à pas grand-chose. Ouais. C'est sûr que le dissident, là, celui qui serait allé au micro puis qui aurait critiqué, il aurait fait la page du Journal de Québec puis le Journal de Montréal. Voilà. Peut-être que les gens ne veulent pas se retrouver là non plus. Voilà. J'ai vu, Dimitri, que vous aviez levé la main, mais je vais juste donner la parole à Françoise pour qu'elle nous dise ce qu'elle pense du vote de confiance. Moi, je faisais juste m'imaginer si c'était n'importe où en bas de 98,5. Les titres auraient été, mon Dieu, François Legault moins populaire que Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça aurait été en pleine page, même si c'était des questions de décimales. Alors, je pense que pour la CAQ, c'est certainement réussi. Nonobstant les commentaires de Jean-François, je les comprends parce que, comme le disait Michel, nous, on analyse, on regarde la situation au quotidien. Il y a des décisions qui se prennent, des décisions qui se prennent pas. C'est frustrant à la longue, mais nous, on a le nez collé dessus, alors que la population, et souvent, les militants, c'est quoi? C'est des gens qui entourent un candidat. Et ici, c'était des candidats qui sont devenus députés pour la très grande majorité. Alors, Dimitri a raison quand il parle de... C'était un party de la victoire. C'est ce que je voyais venir, moi, parce que je ne pouvais pas concevoir qu'à peine quelques mois après une victoire historique pour la CAQ, qu'on décide, parce que les médias le mettent à pleine page, les réseaux sociaux, qui sont aussi des gens très engagés sur la question politique, mais qui ne sont pas très représentatifs. Je suis allée en fin de semaine au camping, puis j'ai parlé avec des gens, puis ils ne savaient même pas qu'il y avait une convention, un congrès, puis ils s'en s'actuent du troisième lien. C'est vrai. Ils disaient « Hey, achale-nous pas avec ça, on te regarde à TV, c'est assez, viens pas nous achaler avec ça la fin de semaine. » Alors, ça vous donne un peu un éventail de la situation et ça entraîne les réponses qu'on a entendues. Ce que je donne comme point positif à la CAQ, malgré que c'est un coup de poing en pleine face pour tellement de personnes, ils nous disent la réalité, les résolutions qui sont prises dans un congrès. Imaginez-vous donc,
ça n'a pas force de loi pour un parti qui est au pouvoir. Il ne se sent pas obligé. Moralement, François Legault a essayé de dire ça du bout des lèvres. Mais la réalité, parlez-en à Justin Trudeau, là, avec les résolutions qui sont adoptées en matière de réforme électorale, même sa propre position sur la question. Puis le Parti libéral du Canada, c'est quand même le parti qui va avoir gouverné le plus longtemps. Alors, on est presque habitué. Là, on peut s'insulter jusqu'à un certain point, mais on a reçu la réalité directe, verbalement. Il ne s'en cache pas. Et aux militants, à ce moment-là, de déterminer si ça fait leur affaire ou pas. Puis je pense que la CAQ a décidé que ceux qui ne sont pas contents puis qui voudraient aller avec Éric Duhaime, bien, la porte est là, prenez-la, gênez-vous pas. C'est pas de l'arrogance, ça? Oui. Non, parce qu'ils savent que le plein peut-être, mais c'est une réalité politique aussi de chiffres. Ils savent qu'ils font le plein bien plus du côté libéral, du côté centre-droit, que du côté de l'extrême droite. Il y a beaucoup plus de plein d'électeurs à aller chercher de ce côté-là. Alors, les chialeux, allez avec Éric Duhaime, vous allez avoir du plaisir, vous allez avoir des congrès, le fun, mais pas très productif en termes de concret. Dimitri. Mais pour conclure sur ces fameuses résolutions, les membres d'un parti politique, quelconque parti politique, peuvent faire des suggestions en adoptant des résolutions. Imaginez les manchettes aujourd'hui, Sébastien, si les ministres Fitzgibbon et Girard auraient dit « on est ouvert à tout ». Tout est sur la table. Bien sûr que ces résolutions de nos membres vont être sérieusement considérées. Il y en a même une qui est passée, la résolution numéro 2, qui parle d'un TGV entre Montréal et Québec. Imaginez encore une fois la non, mais ils auraient pu... Non, mais tu te tais, Dimitri. Dimitri. Garde silence. Tu sais, comme ministre, là, tu gardes silence. Tu n'es pas obligé d'en rajouter. Là. Ou laisse le débat se faire. Laisse le débat se faire, puis après ça, comment... C'est ça. Je comprends, mais soyons clairs, ce n'est que des suggestions. Conclusion de ce congrès, comme l'a dit Françoise, ils ont fait le parti, puis François Legault continue à être le roi de son parti, et c'est à lui de choisir qui sera son successeur et quand il va partir. Jean-François. Moi, je pense que ça... Enfin, moi, je considère que ça fait partie de mon rôle de refuser de m'habituer à l'évidement démocratique des partis politiques. Ça fait partie de mon rôle de dire que c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner, parce que ça appauvrit la vie démocratique. Je pense que... Je vais donner un exemple. Nous, j'ai été au Parti québécois pendant 7 ans, soit comme conseiller au ministre pendant qu'il était au pouvoir. Lorsque les résolutions du Conseil national arrivaient, on avait toute une opération pour dire, bon, ben il y en a un certain nombre là-dessus, on est d'accord, pas de problème. Il y en a un certain nombre qui sont, tu sais, c'est compliqué, ça nous complique la vie. Et donc, ce qu'on faisait, c'est que les ministres, pas l'attaché politique, les ministres concernés par la résolution discutaient avec les proposeurs pour dire qu'est-ce que vous voulez dire exactement, ça on peut le faire, ça on peut pas le faire. Voulez-vous modifier votre résolution? Dans la majorité des cas, d'abord, ça leur donnait un pouvoir énorme aux militants d'avoir le ministre avec eux qui discutait de leurs revendications ou de leurs enjeux. Et ils disaient, ah, bon, on n'avait pas compris ça comme ça, on va faire ça. Ou parfois, ils disaient, écoutez, ça, on va le faire, mais on ne veut pas le dire tout de suite, on va l'annoncer dans 2 semaines. Ils retiraient leur résolution. Puis là, on se retrouvait avec 3 ou 4 résolutions avec lesquelles on était vraiment en désaccord et les proposeurs étaient vraiment, ils voulaient les amener au plancher. Et là, on avait le débat, puis soit on les faisait battre, soit ils passaient, puis là, on était pris avec. Maintenant, donc, tout le monde voyait qu'on n'était pas liés par toutes les résolutions, mais il y avait un réel dialogue démocratique, même quand on est au pouvoir. Non, dans l'opposition, c'est moins compliqué. Une des raisons pour lesquelles je pense que la vie démocratique est si atrophiée à la CAQ, c'est que les militants n'ont pas le choix des candidats. Vous savez, moi j'appelais ça la Compagnie Avenir Québec. C'est le chef sur CV qui décide de la totalité des candidats, même aux dernières élections, là. Il n'y a pas d'investiture. Alors, ça fait partie de la vie démocratique du parti, que les militants, en leur sein, choisissent le candidat. Parfois, le centre veut imposer un candidat, mais ça se décide par la vente de cartes.
si tu n'as pas cet aspect de ta vie démocratique, c'est sûr que tu as appauvri l'indépendance d'esprit, le pouvoir des militants locaux, puis ils n'ont même pas le pouvoir de décider de qui sera leur candidat. Et après ça, évidemment, tous les élus savent qu'ils ne doivent leur choix qu'au chef, et les futurs candidats savent aussi que s'ils disent quelque chose de travers, le chef ne les choisira pas. Alors, je trouve ça très malsain. Voilà. Mais donc, il exerce un contrôle sur son parti, puis on l'a constaté en fin de semaine. OK, Dimitri, rapidement. Oui, l'autre côté de la médaille, puis il ne faut pas oublier, je sais qu'à Ottawa, c'est un fait, j'assume que c'est la même chose au Québec. Ultimement, même si c'est une investiture, c'est le chef du parti qui doit signer le papier de chaque candidat dans le Code d'élection Québec. Donc, le chef a l'autorité ultime de signer ou de ne pas signer, même si un candidat a été nommé. Combien de fois ça arrive? Et il ne faut pas oublier... Combien de fois? Mais l'autre côté de la médaille, c'est... Imaginez certains candidats. Est-ce que Pierre Fitzgibbon serait capable de gagner une investiture? Et dans plusieurs cas, ça ne veut pas dire parce que tu es capable de vendre le plus grand nombre de cartes de membres pour ton investiture que tu serais le meilleur candidat. Donc, je pense qu'il y a un équilibre entre peut-être avoir des investitures dans la grande majorité des comtés, mais le chef, comme l'avait fait Jean Chrétien, et je suis du même bord que lui, doit garder son pouvoir de pouvoir nommer des candidats dans certains comtés. C'est ça. Puis Justin Trudeau l'a appris à ses dépens là, avec Mme Lambropoulos, c'est ça? Lambropoulos, avec Yolande James. Exactement. Et peut-être qu'on va le voir ce soir aussi. Des fois, quand tu veux équilibrer le nombre d'hommes-femmes, je veux dire, les autres partis politiques là, peuvent bien pointer du doigt la CAQ, mais il y a des considérants d'hommes-femmes et ainsi de suite. Alors, il y a des jeux de coulisses qui se font un peu partout. Puis quand tu n'as pas de base, la CAQ avait un champ pratiquement vide, c'est-à-dire il n'y avait rien. Il n'y avait rien d'acquis à la CAQ, sauf quelques comtés. Alors, dans ce contexte-là, on peut peut-être pardonner un peu plus le contrôle du candidat. Okay. Quand tu as un historique comme le PQ, le Parti libéral du Québec, qui ont des chasses gardées, malgré qu'il y en a de moins en moins, c'est peut-être plus évident de laisser le peuple parler. Une dernière question à vous, Michel. Quand François Legault regarde dans le rétroviseur, OK, loin, on avait l'impression qu'il voyait Québec solidaire. Enfin, il aimait ça, s'attaquer à Québec solidaire. Mais là, en fin de semaine, à ma connaissance, pas un mot sur Québec solidaire, pas un mot sur le Parti libéral, mais des attaques sur le Parti québécois en attente du grand soir pour régler tous les problèmes au Québec. Qu'est-ce que vous pensez du fait que M. Legault porte maintenant attention beaucoup plus au PQ? Bien, je pense que les sondages le dérangent. Je pense que le positionnement de Paul Saint-Pierre Plamondon comme la deuxième force politique au Québec le dérange. Puis moi, franchement, je pense que si j'étais à sa place, ça me dérangerait aussi. Parce qu'il faut quand même pas oublier son passé péquiste. Tu sais, François Legault, là, on en parle rarement, mais il a œuvré au sein du Parti québécois quand même bon nombre d'années. Il a été ministre de ministères importants. Et, oups, tout à coup, puis il y a un orgueil, François Legault. Il y en a un, puis je suis certaine qu'il n'aimerait pas ça. Puis moi, aujourd'hui, je pense pas que ça va arriver en 2026 tant que ça, mais on ne sait jamais en politique, hein? On ne sait jamais ce qui peut se produire. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui le chicote profondément de voir qu'effectivement, son ancien parti, avec un chef beaucoup plus jeune, qui fait sa politique autrement, qui monte dans les sondages, qui est même pressenti pour être premier ministre dans les sondages, je pense que, humainement parlant, ça le chicote et qu'il veut arrêter cette ascension-là du Parti québécois parce que les francophones des régions, nationalistes très fortement, pourraient être tentés d'aller davantage vers le PQ, même s'ils pensaient que le PQ ne gagnerait pas la prochaine élection. Ils pourraient perdre plusieurs comtés, on ne sait jamais. Il y a des péquistes qui sont allés à la coalition. Juste un tout petit mot, Jean-François, vos réflexions là-dessus. Oui, bien, je trouvais ça amusant. Dans son discours hier, il a dit le problème avec le PQ, c'est qu'eux, ils font rien jusqu'au grand soir, alors que nous, on agit. Là, je dis, il me semble que François Legault était ministre du gouvernement péquiste, puis il agissait tous les jours sur toutes sortes d'affaires. Est-ce qu'il est en train de nous dire qu'il n'a rien fait pendant les années où il était ministre, qu'il attendait le grand soir?
C'était un pressé en plus. Il voulait arriver Oui, rapidement. oui, pour OK. l'indépendance, D'accord. oui. OK. Il faut dire qu'ils sont endormis, les deux autres partis. Hein? Ben voilà. Je l'ai dit du PQ En effet. l'année passée, vers le mois de juin. Ben là, je le dis fortement, Québec solidaire me semble dormir sur la switch, expression très outaouaise. Et puis, le Parti libéral, ben, il est inexistant. OK. Faites attention, le Faucon Pèlerin va venir vous chicaner. Là. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.